Nouvel épisode de Tech Europe, bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Mével. Ravi de t'avoir avec nous. Ravi, enchanté. Merci de me recevoir du coup sur ce podcast. C'est un plaisir. Pour un peu de contexte, on s'est rencontrés en décembre à la conférence Knowledge for Growth de BioVia, Ouais, qui tout à s'est fait. passée à Utrecht cette année. Ouais. Et puis on a bien discuté. Et je À pense Gand que du coup. oui. Je pense que ça va être super intéressant que tu nous rejoignes, tu parles un peu de ton parcours et puis qu'on aborde des sujets un peu plus techniques, Ouais. mais surtout aborder les sujets qui nous entourent, parler de nos activités. Et je pense que tu peux commencer par un peu décrire ton parcours, mais aussi qu'est-ce que tu fais en ce moment. Ouais, ça marche. Et ben écoute, encore une fois, merci pour l'invitation. Donc en fait, moi en quelques mots, je m'appelle Nicolas Mével. J'ai un background d'ingénieur, une école au départ généraliste et ensuite automatisme et robotique, avec un master de robotique à Manchester en Angleterre en parallèle. Et j'ai travaillé pendant 20 ans pour un groupe industriel suédois qui fait de l'automatisation de lignes de production et de la robotique du coup, dans des industries diverses et variées, que ce soit la pharma, l'agroalimentaire, l'électronique, l'automobile. Donc j'ai commencé moi dans ce groupe, sorti d'école d'ingénieur en tant que stagiaire, et j'ai fini au comité de direction du groupe pendant 5 ans. Je vais y revenir après. C'est une société qui est intéressante parce qu'elle a scalé grâce à des briques technologiques très faciles à mettre en œuvre pour faire des projets vraiment custom. Et donc finalement, tout l'essentiel du savoir-faire est basé sur comment on automatise un process de production. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait, on a toute une partie de diagnostic de l'existant, voir comment les choses fonctionnent aujourd'hui, comment les opérateurs travaillent, comment les machines fonctionnent, comment elles ne fonctionnent pas aussi, puisqu'en fait, il y a vraiment des aléas à aller améliorer, compenser grâce à l'automatisation. On réfléchit souvent dans l'automatisation à comment ça doit fonctionner, mais il faut aussi réfléchir dans les cas où ça ne fonctionne pas et comment ça doit réagir dans ces cas-là. Voilà, pendant quelques années, j'ai dirigé une de leurs filiales à côté de Lyon, et donc j'ai déménagé de Paris à Lyon pour m'occuper de cette filiale. C'est une filiale qui faisait de la robotique et des machines spéciales, et donc j'étais en charge de toute la filiale. On a développé cette filiale avec notamment l'arrivée des robots collaboratifs, qui sont des robots qui peuvent être utilisés sans cage, donc au milieu d'opérateurs, au milieu d'humains, avec toute une innovation autour de ça, qui était le fait qu'on avait une petite tablette et l'opérateur pouvait très facilement programmer son robot. Donc on a travaillé énormément sur l'interaction homme-machine pour la rendre la plus intuitive possible, ce qui est aussi un des éléments, un des critères d'éléments quand on fait de l'automatisation. Il faut que ce soit assez simple d'usage et d'utilisation. Et donc, comme je le disais, ensuite, je suis passé au comité de direction pendant 5 ans, en charge de toute la stratégie d'innovation, product management, R&D, ingénierie, marketing stratégique. Et donc, très intéressant parce qu'en fait, on a du coup accès à toute la stratégie du groupe et comment la développer, comment scaler encore plus une entreprise. Comment faire de la croissance organique et aussi externe. Donc voilà, des sujets passionnants. Et depuis quelques mois maintenant, presque un an, je suis à mon compte, je fais du conseil. J'accompagne des startups, donc des fondateurs de startups, et des CEO dans leur trajectoire de scale, avec toujours une connotation tech. Voilà, on peut pas abandonner ce qu'on aime. Je suis vraiment passionné de tech, de robotique et d'automatisation et d'industrie en général. Voilà, donc
Donc une trajectoire à la fois très industrielle, très ingénierie, etc. Un MBA à HEC et vraiment un côté management qui m'a permis plutôt de travailler côté stratégie. Et depuis 2-3 ans, je suis aussi business angel dans un fonds à Lyon que j'aime beaucoup parce qu'on est très actif dans ce fonds dans le sens où on participe aux instructions. En fait, on peut donner notre avis sur l'instruction et décider ensemble si on investit ou non. Donc, encore une fois, une occasion pour moi de rencontrer des startups, des pépites et d'écouter leur vision, leurs projections, de challenger et aussi d'accompagner et d'aider au travers des questions. Ok, super intéressant. J'ai donc l'impression que quand on regarde ton parcours, l'IA, on aime beaucoup parler de l'IA et de l'impact que ça a sur un peu toutes les industries. L'IA, en fait, est seulement le dernier chapitre de ton parcours. Et l'automatisation, tu y travailles depuis un bon moment. Tu as dit que ça fait plus de 20 ans que tu es là-dedans. Donc, peut-être explique-nous la différence dans ce que tu as vécu de cette application et de ces logiques-là. Oui, alors l'IA, effectivement, je me suis formé et intéressé très fortement à l'IA depuis 1 an. Donc des formations certifiantes autour de l'IA, de product builder. Donc c'est pas juste comment prompter ChatGPT, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comment construire des agents, comment réfléchir à un workflow. Et c'est dans ce sens-là qui a un parallèle avec ce que je fais depuis 20 ans, qui est finalement aussi réfléchir à un workflow et comment automatiser un process qui ne l'est pas. Donc il y a vraiment un parallèle dans la méthode et l'approche de penser à l'objectif, de penser à l'amélioration d'un statu quo. Il faut être extrêmement curieux, extrêmement précis et à la fois systémique, puisque en fait, c'est un système qu'on doit faire fonctionner avec des agents ou des sous-ensembles ou des machines, pour faire le parallèle, ou des robots. Et finalement, un système va bien fonctionner que si chacun fonctionne extrêmement bien, mais que les interfaces entre les différents actionnaires ou agents dans le cadre de l'IA fonctionnent aussi. Donc je passe autant de temps à réfléchir au système qu'à la fonctionnalité de chacune des parties de ce système et finalement aux liens, aux interfaces entre les différents agents. Ouais, c'est très intéressant parce que, pour un petit exemple, pendant mes études, moi j'ai appris à faire des sites internet. C'est grâce à ces études-là que je me suis aussi lancé dans l'entrepreneuriat. Mais quand j'étais aux études, j'ai appris à coder un site en HTML. Donc ligne par ligne, couleur par couleur, bloc par bloc. Et quand je me suis lancé dans mon business, il existait des outils qui me permettaient de réduire le temps de production de quelques semaines à quelques jours. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs à voir ce genre d'industrie évoluer et aussi que l'objectif change. En fait, au départ, c'était vraiment de faire attention que le code soit propre. Et maintenant, c'est quel est l'outcome ou quel est le résultat que tu veux, comment est-ce que tu peux l'améliorer, créer plus de business, de la meilleure com, et aussi de pouvoir faire le boulot de plusieurs personnes tout seul grâce à ça. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment, tu l'as dit, réfléchir en termes d'outcome, d'objectifs. Ne pas avoir peur de faire des POC, des petits proof of concept, même de manière très simpliste à la main, juste pour tester encore une fois vraiment les fonctionnalités qu'on va chercher à faire. Ce que j'aime dire, c'est que ceux qui se lancent dans l'IA sans avoir effectivement appris à coder avant ou appris à concevoir un système automatisé vont peut-être avoir du mal à le maintenir. Et donc dans la durée, ça peut être vraiment perturbant lorsqu'on ne contrôle pas ce qu'on a demandé aux agents. Donc effectivement, un peu comme dans ton exemple avec les sites, c'est parce que tu as su coder et appris à coder que finalement tu sais aussi ce que tu dois demander et ce que tu dois vérifier auprès de tes agents. Et donc ça, effectivement, c'est peut-être un petit watch out, un petit warning. Il n'y a rien de magique en fait dans l'IA.
C'est au final, on doit être précis sur nos demandes pour que l'IA exécute ce dont on a besoin. Donc on a une opportunité effectivement de gagner du temps. Ça peut vite se transformer en cauchemar si on ne le fait pas correctement. Mhm. Ouais, il y a une grande montagne à monter pour ce genre de choses. T'as beaucoup parlé de robotique, et ça c'est un thème qui m'intéresse évidemment. À Ballas Invest, on investit dans une boîte qui s'appelle Wondercraft, qui a débuté sur des exosquelettes pour aider des tétraplégiques, des handicapés à remarcher. Tu m'as montré là tout à l'heure une vidéo d'un robot social. Peut-être parlons un peu de cette partie-là de ton métier qui intéresse beaucoup et qui a aussi eu un impact significatif sur le bien vieillir, mais sur aussi aider les gens qui sont en perte d'autonomie à n'importe quel âge. Ouais, je crois qu'il y a vraiment la thématique de la transmission, moi, qui m'inspire beaucoup. Transmission du savoir, transmission générationnelle aussi, tout simplement. Et donc, effectivement, dans les startups que j'accompagne, il y a cette connotation-là qui est intéressante, que ce soit dans l'industrie ou ailleurs, de comment prendre, en fait, une expérience, un savoir-faire, un savoir-agir, un savoir-réagir également, et le transformer en quelque chose qui soit transmissible. Donc, je travaille avec une chercheure qui est spécialisée dans les organisations apprenantes. C'est quoi ça ? Les organisations apprenantes, c'est justement des organisations qui s'organisent autour du chaos. Si tu veux, finalement, ils apprennent à apprendre. Ok. Ils apprennent à apprendre très rapidement lorsqu'il se passe quelque chose qui n'était pas attendu. Et ce qui est, si tu y réfléchis, de plus en plus vrai dans notre monde, d'un point de vue géopolitique, climat, etc. Donc on a besoin d'apprendre beaucoup plus vite qu'auparavant et constamment, toute notre vie. Et donc finalement, cette chercheure qui s'appelle Séverine Besson, qui est passionnante, met son savoir-faire au service justement de l'industrie. Et donc, on est en train de réfléchir à comment construire des agents qui vont pouvoir capter le savoir industriel, le savoir-faire industriel, et pouvoir le transmettre sous forme de formation, sous forme de mentorat, sous forme de compagnons conversationnels également. Donc ça, c'est un premier sujet dans la transmission au sens large. Effectivement, la transmission d'un point de vue générationnel avec des robots sociaux. Une start-up avec laquelle j'échange en ce moment qui est très très intéressante dans le sens que la robotique est pensée autant d'un point de vue fonctionnel, de transporter des objets, etc., de la logistique finalement, que d'un point de vue interaction avec l'humain. Et donc ça peut être des interactions avec des enfants dans un hôpital par exemple, qui lorsqu'ils vont faire un scanner se retrouvent seuls dans une pièce, puisque les soignants ne peuvent pas rentrer à cause des rayons, etc., se retrouvent seuls, et finalement le fait d'être accompagné par un robot à ce moment-là qui a un visage, une expression, qui connaît l'enfant et qui peut interagir avec l'enfant, les études prouvent que ça le réconforte. Et donc ce moment qui est un moment assez tragique et assez douloureux, finalement devient un moment plus acceptable du fait de la présence du robot. On a beaucoup d'études aussi qui sont en train de sortir. La Haute Autorité de Santé a sorti un rapport il y a quelques mois sur la robotique sociale auprès des personnes seniors. Et il faut savoir que d'ici 2030, un tiers des personnes auront plus de 60 ans. D'ici 2050, le nombre de personnes qui ont plus de 85 ans va être multiplié par 2. Donc il y a quand même tout un accompagnement à prévoir, à envisager, et à même imaginer pour ces personnes et nous au final. Et les robots peuvent, dans ce cadre-là, lorsqu'ils sont effectivement bien pensés, bien réfléchis, bien designés, peuvent accompagner des personnes qui peuvent être sur certains points isolés. Voilà.
Donc voilà, des sujets, toujours très passionnants, avec finalement ce fil rouge de la transmission et de l'automatisation d'un point de vue transmission et humaine. Ouais, il y a un côté très très social et aussi je trouve que c'est aussi culturel. Comme on sait, il y a des pays, et je vais prendre le Japon par exemple, parce que c'est un des meilleurs exemples, ils ont déjà introduit dans beaucoup de leurs services, hospitaliers, restauration, etc., des robots qui prennent la place des serveurs et qui gèrent déjà toute cette partie. Euh, qui a une grosse un gros sujet éthique autour des robots. Est-ce que le fait qu'ils aient une tête qui ressemble plus à un humain, ça a un impact de transmission, comme tu dis pour, euh, pour Wondercraft, comme j'avais mentionné, ils ont créé des humanoïdes, mais sans tête, pour éviter qu'il y ait cette connotation relationnelle. Mais évidemment, c'est essentiel quand on parle de robots sociaux dans les EHPAD ou même des services en général. Là, pour le coup, ils essaient de les rendre les plus humains possibles pour que les échanges se fassent le plus simplement possible. Ouais, alors le petit robot dont on parlait, ils ont fait ils ont pris le parti de lui donner une apparence d'un caractère plutôt de dessin animé. Ils ont travaillé avec des designers de dessins animés pour éviter aussi finalement ce côté très décontenançant, on va dire, d'échanger avec un humain, parce on a quand même du coup la possibilité ou le risque peut-être d'être trompé finalement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est repris aussi par l'IA Act. On pourra peut-être en parler un peu tout à l'heure, mais on doit éviter en fait finalement d'avoir des mimiques qui sont telles qu'en fait on a l'impression d'échanger avec un humain. Et je pense que c'est un parti pris qui est très fort, assumé, mais qui permet justement de se différencier dans un monde où on voit des robots humanoïdes très ressemblants et limite effrayants. Donc oui, effectivement, la robotique humanoïde est en train d'arriver de manière très, très forte. Wondercraft, je crois, aussi a été un travail dans les usines automobiles, permet d'assister le travail dans les usines automobiles. Tu parlais du Japon, un pays où effectivement les robots sont beaucoup plus acceptés que nous, une population aussi très très vieillissante. Et finalement, les robots sont pas là pour remplacer un serveur ou remplacer quelqu'un qui va travailler. Ils sont là pour l'accompagner et l'assister. Et je crois que ça, c'est vraiment il y a tout un débat public autour de ça, mais j'y crois fondamentalement. À partir du moment où on a compris qu'en fait il n'y a pas de magie, il n'y a pas, voilà, effectivement ça peut paraître magique et tant mieux, c'est très bien que ça paraisse magique, mais fondamentalement c'est nous qui décidons de la fonctionnalité qu'on veut et de la valeur ajoutée qu'on veut récupérer de l'usage de l'automatisation en général, la robotique y compris. Oui. J'ai toujours cru que c'était très très bizarre dans un sens de vouloir ou d'arriver à prendre les émotions et la personnalité d'un humain et de la mettre dans un robot. Parce que qui va s'occuper, qui va être le juge de qu'est-ce qui est humain et pas humain. Mais autant de savoir à quoi ça va représenter. Est-ce que c'est vraiment humain ? Il y a un grand écart entre la manière dont on converse avec un chatbot et comment on parle à un humain. Donc, avoir cette représentation dans un robot, c'est très particulier. Je sais qu'il y en a qui sont très réceptifs à ça. Moi, j'ai du mal à ne pas faire la différence. Mais je pense que ça évoluera dans les années qui viennent. Oui, il y aura certainement des évolutions. On n'en est pas là encore. On n'a pas une intelligence émotionnelle de l'IA ou de la robotique ou de l'automatisation en général. Donc, pour tout ce qui est métier de la psychologie, par exemple, où il y a vraiment un besoin de comprendre les mécanismes profonds, on n'en est pas là, même si on peut voir des proof of concept, on peut voir des choses comme ça. Il faut se méfier de ce qu'on voit un peu sur les réseaux. C'est souvent des petites démonstrations de quelques secondes où finalement tout est orchestré et paramétré. Donc, encore une fois, pour arriver à avoir un système qui fonctionne de manière autonome
Et dans la durée, il faut rester sur des choses qui soient quand même plus ou moins calibrées et qui permettent finalement de répéter ces choses, de répéter ces mouvements, de répéter ces fonctionnalités. Oui. Voilà. Donc je suis pas trop inquiet sur le sujet. Tu avais mentionné un concept juste avant qui est super intéressant pour moi parce que ça fait un petit moment maintenant que je me forme sur la partie très très technique de l'IA et du machine learning. Et il y a un concept qui est super intéressant qui s'appelle le active learning. Comme tu disais, c'est de plus en plus important pour la complexité d'un modèle de pouvoir apprendre sur le champ. Et donc, on a parfois l'impression que la technologie, elle va plus vite que les organisations peuvent accepter ces technologies. Et donc, étant conseiller dans certaines boîtes comme ça, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Alors oui, je pense qu'il faut, en fait, il faut arriver à mesurer ou à faire la différence entre vitesse et précipitation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Moi, j'ai un agent qui est codé pour justement, c'est mon CTO, mon agent CTO, qui est codé pour aller récupérer tous les jours toutes les nouveautés qui peuvent sortir. Mais ensuite, il faut faire le tri entre ce qui est de l'ordre du test, des essais, et ce qui est vraiment prouvé et approuvé aussi. Donc, je crois que il y a un côté un peu pionnier qu'il faut avoir, donc d'essayer des choses, comme on disait tout à l'heure, hein, avec des proof of concept, etc., dans des environnements peut-être un petit peu safe, et puis des choses qui sont vraiment maintenables dans la durée et qui nécessitent en fait d'avoir voilà, des systèmes éprouvés. Donc, pour une entreprise qui se lance dans ce type d'automatisation, je pense que le plus important, au-delà de regarder tout ce qui brille et tout ce qui peut éventuellement arriver sur le marché, c'est de se recentrer sur ses besoins et quelle est la valeur ajoutée qu'ils recherchent au travers de ces automatisations-là. Voilà, vraiment réfléchir en termes de ROI, hein, comme on le fait tous. Donc ROI de cette fonctionnalité-là. Qu'est-ce que ça va apporter à mon service commercial? Qu'est-ce que ça va apporter à mon service production? Qu'est-ce que ça va apporter à mon service financier ou au système complet, hein? C'est-à-dire qu'on a quand même de plus en plus de cerveaux, de second cerveaux qui arrivent, qui émergent. J'accompagne une start-up dans ce sujet-là aussi en ce moment qui est absolument fascinant. Donc, c'est le fait de pouvoir créer un environnement dans lequel le LLM va aller utiliser les informations qu'on aura mis à disposition dans ce cerveau-là. Et effectivement, avec un système d'auto-apprentissage et de boucles. Hein, les boucles sont extrêmement importantes dans l'IA dans l'automatisation en général, pour justement faire des feedbacks et donc d'améliorer constamment le procédé et le process. Et donc c'est vrai aussi pour les seconds cerveaux. Ouais, tu as parlé d'agents. Peut-être pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, parce qu'en plus tu dis que tu as remplacé ton CTO avec un agent et donc tu es tout seul dans ta boîte. Ouais. Peut-être expliquer un peu comment ça marche et à quoi ça ressemble, et pourquoi aussi tu as décidé de faire ça. Ouais. En fait, alors moi j'ai décidé de le faire pour mon propre environnement. Donc j'ai une team d'agents, le CSO, le CTO, le CMO, marketing. Je l'ai fait pour mon propre compte pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Donc je suis mon propre POC. Et finalement, en fait, il faut se décomplexer. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent j'arrive pas à me mettre à l'IA. Finalement, ça reste assez simple une fois qu'on se les fait expliquer. Moi, j'ai un ami qui a une boîte justement de développement et de no-code qui m'a montré qui m'a ouvert les rideaux. Et je suis rentré dans les coulisses et j'ai compris comment ça fonctionnait. Une fois qu'on a eu cette petite formation, voilà, cette compréhension en tout cas, on est complètement décomplexé et on arrive à faire fonctionner des agents très simplement et très facilement. Il faut leur donner les bons skills. Donc les bonnes compétences. Encore une fois, il faut leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et comment ils interagissent entre eux avec
soit entre les agents, soit avec des systèmes extérieurs, donc avec les fameux MCP, qui sont finalement comme des ports USB, hein, qui permettent de brancher notre système IA sur d'autres systèmes, et donc d'aller extraire des données. Voilà. Toujours lié à ça, il y a un peu un thème qui revient des grandes entreprises américaines qui disent on va réembaucher des ingénieurs juniors justement parce que l'IA coûte plus que ce qu'ont payé les gens. Il y a un thème autour du coût que ce genre de choses coûte. Est-ce que tu peux aussi... j'imagine que c'est rentable et c'est une des raisons pour laquelle tu t'es lancé là-dedans. Mais moi qui m'y intéresse beaucoup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, cette partie? Oui, alors le coût de l'IA, c'est vrai qu'il y a un débat public autour du fait qu'il était quasiment gratuit et que les prix vont augmenter ou le coût va augmenter. J'ai envie de dire, c'est comme tout système ou tout produit. En fait, s'il y a un retour sur investissement, malgré l'augmentation du coût, les gens vont continuer à l'utiliser. En fait, si on a un gain de temps prouvé, effectivement, on va continuer à l'utiliser. Donc, je suis assez convaincu qu'il y aura une augmentation des coûts, mais il y aura aussi une augmentation de la valeur. On voit des choses qui sortent. Claude Science, par exemple, qui est la version scientifique de Claude avec des analyses de publications vérifiées, etc. Donc on a, je pense, dans les LLM et les géants de la tech, on va avoir des niches qui vont se créer avec peut-être certainement des business models différents en fonction des niches et en fonction de la valeur qui va être apportée. Après, à l'utilisateur de comprendre et de vérifier qu'effectivement il y a une valeur qui est apportée par l'outil qu'il utilise, au même titre que les logiciels, les ERP ou tous les logiciels qu'on utilise doivent avoir une valeur. Une CRM, si on met en place une CRM et qu'on paye une licence d'une CRM dans une entreprise, c'est parce qu'on a de la valeur. Je pense que l'IA va être les logiciels d'hier. En fait, les logiciels vont se transformer en solutions automatisé, beaucoup plus systémique et complexe. Oui. Il existe une guerre dans les applications, dans le code, il y a depuis un petit moment. L'exemple auquel je pense, c'est Linux par rapport à Windows. On a un peu cette guerre aujourd'hui avec les IA entre l'open source et le privé. Et là, une confrontation entre ce que les Américains font et ce que la Chine fait. Toi, tu te situes où par rapport à ça? Est-ce que tu serais prêt à open source, par exemple, ce que tu fais pour ta boîte? Est-ce que tu serais prêt à partager ça? Je parle aussi un peu pour moi, qui me lance dans ma propre boîte, qui est intéressé à optimiser le plus possible en termes de personnel et d'impact que j'ai avec ce personnel-là. Donc ça m'intéresserait de savoir aussi si je peux facilement prendre tout un écosystème d'agents IA et de l'intégrer assez facilement à mon process et à mes workflows. Moi, je suis convaincu, fondamentalement convaincu de la collaboration et de la compétition positive. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'on gagne à être à partager plutôt qu'à garder pour soi les choses. Et c'est ce que les grandes sociétés américaines ont bien compris, hein, Apple les premiers, en créant finalement des environnements dans lesquels tous les développeurs du monde peuvent apporter des applications avec les App Store ou les Google Store, etc. C'est un peu un système ouvert aussi. Alors, ils ont effectivement travaillé sur la plateforme pour que donc la plateforme leur appartient, mais ensuite tout ce qui est posé dessus est un système ouvert. Et dans le monde du code, c'est très connu maintenant. Les parties de code ou les codes entiers sont à disposition. Je crois que ça fait même partie de la mentalité en fait des gens qui sont dans ce domaine-là, que de partager. Et je pense que certains de nos dirigeants de PME ou ETI gagneraient aussi à réfléchir en écosystème plutôt que d'essayer de garder et de finalement atteindre très vite un plafond de verre.
Une autre entreprise avec laquelle je travaille en ce moment, qui est extrêmement intéressante et que je suis beaucoup, qui est dans le domaine du vin, mais qui a construit en fait tout un écosystème, une économie circulaire autour de la bouteille de vin, le réemploi de la bouteille de vin, l'aide aux vignerons pour que leurs vignes soient plus résilientes. Ils ont un laboratoire, un vignoble qui leur appartient, sur lequel ils font tout un tas d'expériences qu'ils peuvent ensuite mettre à disposition des vignerons. Ils reversent une partie de leur chiffre d'affaires pour aider les vignerons à rendre leurs vignes plus résilientes. Et voilà. Donc, ils mettent au milieu des rangs de vignes, ils mettent des espèces végétales qui permettent d'améliorer tout ce qui est biodiversité et finalement rendre les vignes plus fortes. Mais sauf que le petit plus, c'est qu'ils prennent les feuilles de ces espèces végétales pour en faire des essences. Et donc finalement, c'est des boissons non alcoolisées qui vont être vendues et commercialisées, ou alors pour en faire des crèmes cosmétiques. Voilà. Donc, c'est encore une fois là l'idée du partage de la valeur, mais l'idée aussi finalement, encore une fois, d'une certaine forme de transmission, puisqu'en fait, c'est un écosystème qui apprend, qui auto-apprend et qui se valorise entre eux, en fait. Donc l'ensemble des éléments qui composent l'écosystème reçoivent une partie de la valeur. Et je crois que ce qu'on voit dans la partie software, code, etc., et que des entreprises comme celle-là arrivent à mettre en pratique, je pense que c'est le modèle entrepreneurial de demain. En fait, on doit de plus en plus penser collaboration et écosystème. Bien sûr, on met beaucoup moins de valeur sur les idées et beaucoup plus de valeur sur l'exécution. Parce que grâce à toutes ces IA, on a de plus en plus de manières de l'appliquer. Mais la différence entre deux entrepreneurs, c'est qui arrive à mieux l'exécuter et à mieux la mettre en place. Ouais. Et donc le partage de ce genre d'informations est génial. Si je prends un autre exemple, je sais que récemment, il y a eu une polémique parce que des ingénieurs chinois avaient créé plein de profils et plein d'agents sur Claude pour justement extraire des process que Claude utilise pour faire son modèle. Je pense que ça a été une polémique parce que Claude veut garder tout ça en interne, mais dans cette logique d'open source, c'est vraiment juste des gens qui essayent d'utiliser ce que Claude est pour créer mieux. Donc dans cette logique de partage, moi je dirais que c'est pas une mauvaise chose de vouloir s'inspirer de gens qui ont fait des grandes choses comme ça. Oui, à partir du moment où c'est accepté, acceptable et que ça fait partie d'une volonté. Je pense que sinon on aura des soucis d'IP assez rapidement. Mais le partage convenu, entendu est bénéfique, effectivement. Donc, tu travailles dans cette industrie depuis un petit moment. Ça m'intéressait de savoir un peu ton point de vue. Un sujet qu'on a déjà parlé ici sur TechCare Europe, c'est le sujet de régulation, qui est un gros sujet autour de l'IA et des nouvelles technologies. Il y a un gros contraste entre les différents continents. Et toi qui travailles en Europe et en France aussi, quel impact tu trouves ça sur ton business? Quels sont aussi les points positifs que tu peux voir de ces régulations, et à différence des États-Unis qui vraiment concentrés sur l'innovation, et les régulations viennent souvent un peu loin après. Comment tu vas travailler dans ce secteur-là avec ce genre de choses? Oui, alors c'est vrai que l'Europe, dans tous les cas, est connue et reconnue pour mettre des normes et des régulations en place. Donc on a quand même cette touche européenne qui est assez connue. Elle nous protège aussi, donc je pense que on a beaucoup de gens qui crachent sur tous ces systèmes et la complexité de nos systèmes.
Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là aussi pour nous protéger et qu'on a finalement des États qui fonctionnent quand même plutôt bien et que beaucoup d'autres États nous envient du fait des règles et des lois, etc., et des règlements qu'on a mis en place. Donc, je pense qu'il faut, il faut temporiser un tout petit peu tout ça, tempérer un petit peu tout ça. Néanmoins, on a quand même une perte de vitesse qui est assez flagrante par rapport à l'Asie, la Chine notamment, ou les États-Unis. Donc, il va falloir réfléchir peut-être d'un point de vue européen et non plus uniquement français. Donc ça, c'est aussi des thèmes qui m'intéressent et qui m'interpellent. Comment faire des systèmes en dehors de nos propres frontières, ce qui va aussi amener des réflexions, je pense, d'un point de vue structuration des entreprises, etc. Mais voilà, d'essayer de réfléchir un petit peu plus loin que ça. Les normes et les régulations, notamment l'IA Act qui a été créé en 2024, en 2026 qui commence en août, donc d'ici quelques semaines, va être un petit peu plus présent encore dans notre quotidien, et 2027 va être encore une étape. Permet quand même de réguler des choses qui doivent l'être. On ne peut pas laisser des entreprises faire tout et n'importe quoi avec de l'IA, et l'IA ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc il faut arriver à mettre quand même des limites. Donc je vois plutôt d'un bon œil. Ouais. On s'est rencontré à une conférence et je pense que c'est un sujet qui revient souvent dans les conférences, que ce soit dans la santé, dans la tech. On aime bien impliquer l'IA, on aime bien voir un peu l'impact que ça va avoir sur le reste. Et je me suis rendu compte que sur les 2 dernières années où je fais des conférences, la diversité des gens qui participent s'étend énormément. On n'a pas juste des experts de la santé et on n'a pas juste des ingénieurs qui font que de la tech. On a un grand mélange d'entreprises et de gens qui y participent. Est-ce que tu peux nous dire un peu une entreprise ou une personne que tu as rencontrée pendant une de ces conférences qui t'a vraiment marqué et qui fait que tu continues à y aller un peu régulièrement? Ouais, alors effectivement, moi je crois aussi beaucoup à la diversification des profils, diversification des marchés. Voilà. Je crois que ça contribue à notre résilience. Et donc c'est le cas aussi dans la santé. Moi je suis pas, j'ai pas une formation dans la santé. Je suis pas capable de comprendre l'ensemble des innovations dans la santé. En revanche. À partir du moment où on comprend un petit peu comment fonctionne une entreprise et comment elle se développe et quelles sont les questions à poser pour l'aider à se développer, je pense qu'on peut effectivement accompagner ou aider d'une certaine manière. Pas d'un point de vue technique et technologique, bien entendu, mais d'une certaine manière, on peut accompagner. Il y a plein d'innovations dans la santé qui me viennent à l'esprit, mais il y en a qui sont vraiment particulièrement impactantes, notamment dans tout ce qui est oncologie, donc qui est quand même une maladie qui est grandissante, qui continue malheureusement de croître. Et donc s'attaquer à des sujets comme ça qui impactent le monde entier, avec des innovations qui permettent finalement d'améliorer le quotidien de ces gens-là et ou d'éradiquer le sujet, ça me parle énormément en fait. Même si, pour revenir à ce qu'on disait avant, je ne suis pas fondamentalement capable de comprendre tout l'aspect biologie et biotech qu'il y a derrière. Donc moi, je laisse aux spécialistes, mais effectivement, j'apprécie le côté impact de ces startups. Un exemple en particulier d'une startup où tu as vu soit qui était plus santé, plus tech et qui a été très très influencé par l'un des deux? Ouais, alors j'en ai une qui a pitché, qui s'appelle Twinsight, qui a pitché l'an dernier. Donc très très intéressante, avec Mathieu, son fondateur, qui est passionnant. En fait, lui travaille sur l'automatisation, encore une fois, des robots orthopédiques. Donc, on est encore dans la robotique, donc un thème qui me parle beaucoup. Et lui se considère être le Waze du robot orthopédique. Donc, il calcule la meilleure trajectoire pour que le robot et le chirurgien, finalement, exécutent un travail le plus précis possible, ce qui évite
aux patients de revenir ensuite sur la table d'opération, puisqu'une prothèse de hanche ou une prothèse de genou mal posée va le contraindre à revenir quelques années plus tard. Ouais. Et donc leur impact à eux, finalement, si on réfléchit dans ce sens-là, c'est d'éviter d'avoir des opérations trop invasives, finalement, et qui demandent de revenir se faire opérer. Ils se développent énormément aux États-Unis, ils se développent un peu partout, mais énormément aux États-Unis, qui est un marché assez porteur pour l'orthopédie. Donc voilà, ça c'est typiquement une start-up qui me parle beaucoup. Ouais. Bah, c'est très intéressant que tu parles de TwinSight, parce que je les avais interviewés et j'avais interviewé Mathieu D'accord. à Ok. Health Tech Investor Summit 2025. C'est très intéressant comment cet environnement, cet écosystème est assez grand, mais on s'y retrouve et on se retrouve chacun dans les différentes conférences. C'est un tout petit monde quand même. Tu vois, typiquement, ouais, voilà, moi, fondamentalement, je viens pas du milieu orthopédique, mais voilà, je suis capable d'aller écouter un chirurgien à la clinique Saint-Charles à Lyon pour comprendre comment il utilise ces systèmes, en fait. Mhm. Donc voilà, je crois encore une fois à la curiosité aussi. Je suis quelqu'un de très curieux de nature. Et je pense que finalement se nourrir d'autres industries, se nourrir d'autres personnes, même si elles sont légèrement à côté de ce qu'on fait, finalement c'est ce qui nous permet de nous développer. Mhm. On arrive vers la fin de l'interview et je pensais que ça pouvait être intéressant aussi d'aller dans un côté un peu plus personnel. Ça m'intéressait aussi beaucoup de savoir qu'est-ce qui t'a fait dire oui à venir ici. Pourquoi ça t'intéresse comme ça de parler de ce genre de sujet? Alors déjà en fait moi je pense que il faut communiquer les choses telles qu'elles sont. On voit beaucoup de choses dites sur l'IA et l'automatisation en général. Donc, c'était important pour moi de venir expliquer que effectivement, il n'y a pas de magie, qu'il faut réfléchir à la valeur ajoutée qu'on recherche, etc. Donc, passer des messages dans ce sens-là. Rien que ta présence déjà me ravit également. Et puis surtout, dire au monde et dire à ceux qui écoutent ce podcast il faut pas avoir peur de l'IA, il faut pas avoir peur j'entends beaucoup de gens qui disent j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à y passer, j'en ai peur. Mais en fait, il faut se renseigner, comprendre et ensuite l'utiliser. Un petit peu comme le web dans les années 2000 ou les smartphones. En fait, effectivement, moi quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, on recevait des fax. Maintenant on s'envoie des mails et so what c'est Ouais. toujours des commandes clients et des factures, etc. Donc je pense qu'il faut décomplexifier cette idée-là et c'est pour ça que c'était important pour moi de venir le dire ici. Ouais, c'est quand on reflète et qu'on voit en arrière. Mon père, il aime bien dire, moi à mon âge, on nous disait à tous, faut absolument apprendre l'anglais, sinon tu comprendras plus rien. Bah, il y a un peu cette logique de dire que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça avance, qu'on va refléter dans 5-10 ans, qu'il y aura potentiellement autre chose qui arrivera. On se dit, bah, l'IA, c'est un peu le tout début. Donc c'est super intéressant de voir et de se renseigner aussi. Comme on dit, c'est très important de se faire sa propre vérité. Il faut se documenter, il faut échanger avec les gens qui sont passés par là, qui ont peut-être un petit peu plus d'avance, et pas hésiter à poser des questions. Et puis surtout, je pense qu'il faut se réinventer, en fait, finalement. C'est ça la finalité, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de créer des nouvelles choses et de se réinventer à la fois nous-mêmes, à la fois les entreprises qui nous entourent, etc. Donc, j'ai pas peur du sujet que tout le monde pose sur la table en termes de perte d'emploi, l'IA va nous voler nos emplois. Non, je pense que ça va faire partie d'une nouvelle ère, une nouvelle ère industrielle, comme les autres et les précédentes, et qui nous permettent finalement de se développer et de continuer à progresser. Et puis en plus, sur un sujet aussi complexe et technique, toujours très très curieux et
très très intéressant de se rendre compte qu'il y a une partie que tu connais pas et donc il y a une partie à découvrir. Exactement. Est-ce que tu as une question pour moi par hasard? Oui, j'ai toujours des questions. Pour moi, la question, c'est comment est-ce que dans votre thèse d'investissement, vous utilisez l'IA? Est-ce que vous utilisez l'IA finalement pour sourcer, donc dans votre deal flow par exemple, ou dans vos due deals, dans vos assessments, Mhm. ou un sujet aussi très intéressant dans l'accélération de vos participations? Mhm. C'est une très très bonne question. Je pense que je n'ai pas été directement impliqué dans les choix d'investissement. Je suis arrivé après que la majorité des investissements aient été faits. Mais dans notre réflexion, l'IA a un impact dans chacune des boîtes dans lesquelles on a investi. Et a un impact très très différent. On a plusieurs sections qui varient entre les diagnostics, qui varient avec trouver des systèmes et des workflows pour le bien vieillir, par exemple, qui est un sujet qui revient souvent et qui est quand même un des piliers majeurs de nos investissements. Utiliser cette technologie pour améliorer des systèmes qui existent déjà. Donc là, je pense à Monka et Loa. Donc c'est plutôt des applications avec des questionnaires qui te proposent des solutions et tout ça. Il y a un automatisme qui peut être fait évidemment à la main, qui prend beaucoup plus de temps. Et donc c'est un accélérateur. Et puis après, on a parlé de Wondercraft. Là, l'IA va avoir un très très gros impact sur la fiabilité du robot, le permettre de porter 40 kilos, qui est quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc, on va vraiment chercher là où est-ce que l'IA dans l'entreprise est le mieux utilisée, parce que l'IA, on peut dire, moi je mets de l'IA partout, mais on sait très très bien que c'est une complexité qui n'est pas forcément utile, qui rajoute des coûts pour rien, qui fait que s'il y a une personne qui est absente, personne ne peut s'en occuper, parce qu'il faut quand même de la maintenance pour s'assurer que ça va dans le bon sens. Donc en termes de comment les boîtes ont été choisies, on s'est vraiment concentré sur le thème principal et comment l'IA peut accélérer ce thème. Et puis, on s'est vraiment aussi concentré sur faire en sorte que les personnes qui composent notre équipe étaient des personnes essentielles et aussi des personnes qui pouvaient avoir le plus gros impact. On n'est plus dans un système où dès qu'on veut que l'entreprise grandisse un tout petit peu, on va embaucher 3, 4, 5 ou 10 personnes. Là, on est persuadé qu'à deux, on peut faire le travail de 10 employés. Et donc, c'est vraiment ce mélange entre comprendre la tech, comprendre où est-ce qu'elle a un impact dans les entreprises, et puis évidemment se renseigner tous les jours, parce que je pense qu'on continuera à investir dans le futur sur des nouvelles boîtes qui nous montrent que l'IA fait une énorme différence. Oui, je crois que vous êtes très impliqué dans le suivi des participations d'un point de vue même très opérationnel, ce qui est une valeur différenciante, je pense, par rapport à d'autres fonds qui vont plutôt faire des leverages financiers. Vous, je sais, en discutant avec ton père, que vous êtes très dans le quotidien, dans le day-to-day des participations, et je trouve que ça, c'est quand même très très important. On sait que le coût de la dette augmente et donc il va falloir créer de la valeur opérationnelle au travers d'accompagnement d'experts et aussi au travers de systèmes automatisés qui vont permettre des gains de productivité, comme l'IA finalement. Évidemment, évidemment. Et puis les applications aussi sont extrêmement variées, mais dans notre investment pool, on a remarqué que l'impact est gigantesque. Je vais prendre un exemple d'une boîte qui s'appelle White Lab Genomics, qui fait de la thérapie génique et de l'ingénieur biologique. Et on a remarqué que cette boîte pouvait avoir des applications qui étaient extrêmement variées, parce que là, on va vraiment essayer de modifier, mais surtout améliorer
la génétique pour éviter que certaines maladies qui viennent à cause de cette identité génétique, ça nous permettait de résoudre beaucoup de problématiques potentiellement dans le futur. Et donc, il y a vraiment, de la même manière quand on fonctionne avec l'IA, on va vraiment aussi se concentrer sur les outcomes possibles de cette application. Et quand on voit qu'elles sont gigantesques, et ben c'est ça qui nous intéresse. Des investissements à impact, encore une fois. Exactement, exactement. C'est super intéressant d'en apprendre un peu tous les jours. Moi, j'ai intégré Balas il y a un peu moins de 2 ans. Et d'en apprendre sur l'impact que ça peut avoir, c'est absolument magnifique. Donc, je suis très, très content de voir tout ça premièrement. Je crois que vous avez un rôle à jouer dans le développement des participations, dans le développement des talents qui les constituent aussi. Vous arrivez à identifier quelles sont les personnes qui vont pouvoir porter, pas nécessairement au point de vue direction, mais aussi d'un point de vue très opérationnel, quelles sont les personnes qui vont pouvoir faire la différence finalement dans ces entreprises. Oui, j'ai travaillé en mission un peu tech avec une de ces boîtes pour les aider à se développer. Et l'impact que nous, on a sur des startups comme ça, c'est de se dire le coût et le temps que met certaines parties de production ou de développement de la boîte tout court avait aussi un impact très très positif sur le fait que le personnel peut se concentrer sur la partie médicale, la partie humaine qui a le plus d'impact, et tous les process qui peuvent déconcentrer le développement du business. Ça peut être accéléré. Ça ne demande pas toute une agence et ça ne demande pas des dizaines de milliers d'euros. D'accord, et donc ça, tu l'as mis en place dans une des participations. Exactement. Génial, donc, génial. je parlais des sites internet au départ, mais Ouais. ça revient à ce que toi aussi tu as fait, c'est des process, des automatisations de base qui nous économisent énormément de temps, qui nous permettent de passer notre temps sur ce qui nous intéresse vraiment. Génial. Ouais. Génial. C'était une super conversation. Merci. Merci beaucoup d'être venu de Lyon pour avoir cette conversation avec moi. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Puis de toute façon, on va rester en contact parce que je pense que on va pas mal travailler ensemble. On a des travaux qui arrivent, des choses intéressantes, effectivement. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour toi, pour tout, pardon. Merci pour tout, et puis à très vite. Ouais, à très vite et puis à bientôt sur Tech Europe. Merci beaucoup.